Et nous voilà de retour pour ce jeudi matin avec un premier débat avec des élus du peuple. Vous savez que le forum essaye de rassembler, d'échanger, de partager, et cette émission, elle est exactement ce qu'il nous faut pour échanger, partager, puisque nous aurons d'un côté des élus de la nation, des représentants de deux partis. Nous en avions invité 3, mais 2 seulement ont répondu à nos attentes. Et nous aurons l'occasion de les mobiliser sur certaines de nos préoccupations et aussi de comprendre comment ils agissent au sein du Parlement pour pousser des idées ou soutenir, des projets. C'est ça aussi ce qui est important dans le rôle de chacun, c'est finalement de s'écouter, d'échanger et de se comprendre pour agir au mieux de nos différentes missions. Alors, elle n'est pas encore là parce qu'elle est dans un bouchon, mais je vais quand même la présenter. Je vais d'abord accueillir Marie-Christine Marguem. Marie-Christine Marguem est la présidente de la Commission Finances, puisque, comme vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, nous aurons des représentants de la Commission Finances, commission évidemment qui nous impacte au quotidien. Marie-Christine Marguem est née en 63, elle est licenciée en droit de l'Université de Liège, elle a suivi une année de cours de 3e licence en droit à la KUL, elle est active depuis 20 ans dans la politique communale, 11 ans en tant que parlementaire à la Chambre. Marie-Christine Marguem est avocate. Sa vocation politique tient au fait qu'elle a toujours été attirée par la compréhension des autres et par une volonté de changement, l'intérêt général ainsi que l'idéal de justice. On sait d'ailleurs qu'elle a été active à différentes occasions autour de la thématique justice. Elle se plaît d'ailleurs d'être le chantre de l'égalité homme-femme. Marie-Christine Marguem fut désignée ministre de l'énergie, un sujet qui lui permet de rebondir régulièrement ces derniers temps, et ce fut sous le gouvernement Michel en octobre 2014 qu'elle prit ses fonctions. Elle est députée et donc présidente de la commission que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui. Alors, par contre, lui, il est là, il est à l'heure. Bonjour Gilles. Alors, Gilles Van den Burg, il est député fédéral à la Chambre des représentants depuis 2015. Il a été réélu en 2019 et il a passé sa jeunesse à Woluwe-Saint-Pierre. Donc, c'est un Bruxellois puisqu'il y réside depuis 28 ans. Il est ingénieur de gestion de formation. Il a travaillé 12 ans dans le monde de l'entreprise à différentes fonctions, de cadre commercial, des secteurs bancaires et industriels. Par la suite, il a dirigé un incubateur et cet incubateur s'appelle Green Bees avec des entreprises liées au développement durable et à l'environnement. Persuadé que l'écologie reste plus que jamais l'avenir de l'économie, ses priorités politiques sont axées sur l'entrepreneuriat, ça nous parle, sur les PME et les indépendants, ça nous parle aussi, avec une attention toute particulière pour la relocalisation de notre économie et l'innovation. En octobre 2020, il devient chef de groupe Écolo-Groen à la Chambre, et donc on est donc très heureux de pouvoir l'avoir à nos côtés, puisqu'on va avoir un groupe important à la Chambre qui sera à notre écoute. Alors, évidemment, le 3e larron, ce n'est pas le plus jeune, mais c'est certainement le plus aîné, de nos représentants. Il est président de l'Ordre des experts comptables. Je ne vais pas, le présenter en long et en large, parce qu'aujourd'hui, on veut justement le concentrer sur une mission qu'il porte avec ambition, mais surtout conviction depuis quelques dizaines d'années, puisqu'on peut parler en dizaines d'années. Gérard Delvaux est le président de l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. C'est une institution en Belgique, on peut le dire, et il va à la fois nous parler, de ses préoccupations, mais aussi de ce qui fait, son animation au quotidien et pourquoi il a souhaité aujourd'hui être à nos côtés. Bonjour Gérard. Bonjour Emmanuel. Alors Gérard, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques secondes ce qui est l'ordre pour que nos députés comprennent? Mais l'ordre des experts comptables a été créé bien avant, l'institut, des experts comptables, où d'ailleurs j'ai assumé la présidence également de 2004 à 2007. Et il a été créé par Monsieur Collet et lorsqu'il n'y avait rien au niveau, belge, et l'ordre
avait pour vocation, tout d'abord, la défense de la profession, ce qu'il a toujours d'ailleurs, défense de la profession et des professionnels également comptables, mais aussi et surtout la formation continuée et permanente. Nous avons et nous animons à peu près 250 séminaires, disons, par an, ce qui est quand même assez remarquable. Et nous sommes une association, l'association francophone, certainement la plus importante, disons, du côté francophone, puisque nous comptons à peu près 1500 membres actifs, mais plus également, disons, de membres que ces 1500 nous rejoignent également. Nous avons créé également à l'ordre le réseau CAP, qui est la continuité, accompagnement et prévention, avec Alain Zenner, d'ailleurs à l'époque, où nous nous réunissons régulièrement, notamment sur la loi sur l'insolvabilité, qui est d'actualité actuellement en fonction de la crise économique que nous connaissons. Donc l'ordre défend la profession et défend également les membres professionnels qui ont beaucoup besoin, disons, aujourd'hui de défense en fonction, disons, parfois de l'incompréhension que nous avons entre les pouvoirs publics et, en tout cas, la profession. Bien, on va donc avoir l'occasion. Entre-temps, Marie-Christine Margaine vient d'arriver. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, toutes mes excuses pour le retard. Et on va démarrer dans le vif du sujet. On a eu l'occasion de se présenter tous, dont Gérard Delvaux qui nous a rappelé le rôle actif et engagé de l'Ordre des experts comptables. Allez, on démarre dans quelques secondes. Vous préférez la table de Noël à votre bureau ? Avec Bill2Box, gérez vos factures et paiements et partagez-les avec votre comptable. Simplifiez-vous l'administration en activant votre compte sur bill2box.be. Bill2Box. Vous allez bien, monsieur ? Ça va très bien. Alors, nous voilà de retour. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en direct de la Commission Finances, en quelque sorte, avec la présidente à ma droite et en représentant d'un des grandes fractions politiques qui est que le Groen, et évidemment Gérard Delvaux pour relayer ses préoccupations de la profession. Alors, je propose pour finalement que nos auditeurs comprennent bien avec qui on parle, que l'on puisse un peu revenir sur cette commission, son fonctionnement. Et donc peut-être, Marie-Christine Margaine, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs à quoi sert la Commission Finances ? Alors, la Commission Finances est une division en termes de travail au sein du Parlement. C'est une commission permanente, à l'instar de la Commission Énergie, de la Commission Justice, de la Commission Intérieure, où sont dirigés tous les textes qui entrent au Parlement, que ce soit par un ministre ou par un parlementaire, pour y être traités spécifiquement, avec des parlementaires qui sont représentés et qui représentent l'ensemble des groupes politiques élus au Parlement en proportion de leurs forces respectives. Et donc, elle est organisée avec donc des représentants de chaque parti et elle est animée par une présidente. En l'occurrence, c'est une présidente, ça pourrait être un président, mais bon, dans toute assemblée, il faut quelqu'un qui passe un peu la parole, qui essaie d'amener parfois au calme quand c'est nécessaire, ou au contraire de donner le dynamisme qui convient pour rendre le travail plus agréable. Mais c'est aussi un travail intellectuel parce qu'il faut organiser les travaux. Donc tous les textes qui entrent, qu'ils viennent du ministre ou des ministres concernés, ministre du budget et ministre des finances, ou des parlementaires concernés, puisqu'ils ont l'initiative parlementaire, doivent pouvoir être mis à l'agenda dans un ordre qui permette un travail efficace et une réflexion approfondie. Parce que le débat, ça n'est pas simplement quelque chose de surfaciel, c'est aussi pouvoir entrer dans les textes, connaître les tenants et aboutissants, voir les implications que ceux-ci peuvent donner, entraîner aussi les parlementaires à déposer des amendements pour corriger certains textes ou demander qu'on les corrige dans le sens qu'ils souhaitent, avec explication, débat et vote. Donc c'est un travail quand même très très sérieux et très approfondi. Et donc c'est une commission qui va filtrer, je dirais, les textes parlementaires sur base de thématiques, en l'occurrence les finances. Absolument. Et le budget.
Absolument. Et donc, pour que nos auditeurs comprennent très bien, donc on a aujourd'hui un texte qui est un bout de loi programme qui contient notamment une matière qui impacte, ou en tout cas qui a créé beaucoup de débats, qui est la réforme des droits d'auteur. Comment est-ce que ce texte qui vient d'arriver, quel est son parcours et quelles sont les étapes encore aujourd'hui pour ce texte? Alors bon, le ministre a établi un projet de loi et donc il l'adresse au Parlement. Ce projet de loi donc est présenté en commission ad hoc, donc la commission finances, et va être débattu. Donc d'abord, il va être présenté par le ministre à l'ensemble des parlementaires de la commission. La commission, avant cette présentation, va désigner un rapporteur parce qu'il y aura un parlementaire qui fera le rapport en séance plénière des travaux de la commission. Lorsque nous aurons terminé le travail en commission, le dossier repart en séance plénière et là, il est discuté avec l'ensemble de l'hémicycle, donc 150 parlementaires. Et donc, une fois que ce rapporteur est désigné, je reviens en arrière, le ministre présente en commission finances son texte et puis, dans l'ordre dégressif de leur importance, les partis interviennent pour donner leurs sentiments par rapport à ce texte. Et ceux qui souhaitent y déposer des amendements exposent leurs amendements en disant, écoutez, sur tel article, pour telle raison, je voudrais qu'on change ceci, qu'on supprime tel mot, qu'on modifie, ou je voudrais ajouter un article supplémentaire qui dit ceci, etc. Tout cela est débattu largement, il y a plusieurs tours si c'est nécessaire, et puis on vote. On vote le texte, et si le texte obtient une majorité, ce qui est souvent le cas s'il est présenté par un ministre qui est soutenu par une majorité, eh bien, il passe le cap de la commission, il retourne en séance plénière. Là, le rapporteur qui a été désigné fait son rapport devant tous les parlementaires. Les parlementaires de la commission, souvent ce sont ceux-là qui interviennent, entrent dans le débat et recommencent le débat avec éventuellement des évolutions complémentaires, mais tous les parlementaires sont aptes à intervenir, même ceux qui ne sont pas de la commission finances, dans le débat en question. Et ensuite, l'Assemblée plénière vote le texte à l'issue de tous les débats qui concernent tous les textes qui sont à l'ordre du jour de cette séance-là. Aujourd'hui, nous avons une séance plénière. Il y a des questions d'actualité, il y a des textes à l'ordre du jour. Tous seront débattus, comme je viens de le dire, et puis tous feront, à Dieu sait quelle heure, l'objet d'un vote de l'ensemble des parlementaires. Est-ce que, Gilles Van den Burg, vous pouvez expliquer aussi à nos auditeurs que lorsqu'on est dans un gouvernement à 7 partis et qu'un texte est âprement discuté, ce qui a notamment été le cas de la réforme des droits d'auteur, pourquoi c'est souvent difficile de l'amender en commission finances? Comme l'expliquait la collègue Marguem, c'est qu'il y a vraiment deux types de textes. Il y a les textes qui sont déposés par les parlementaires, qu'on discute grosso modo une fois par mois en commission. Donc chaque groupe peut déposer un certain nombre de textes, on en analyse 2 par groupe politique. Et on commence par l'ordre des groupes, donc on commence par la NVA, puisque c'est le plus grand groupe à la Chambre, dans l'opposition, puis Écolo Groen, etc. Et donc là, les parlementaires proposent des textes. Et là, vraiment, c'est un débat extrêmement ouvert, où effectivement il faut essayer de trouver une majorité pour pouvoir avancer. Alors on fait souvent des auditions aussi pour un peu inviter des acteurs et des actrices de la société civile pour essayer de nous éclairer en fait, parce que forcément on n'a pas la science infuse sur tous les sujets, c'est pour ça que des débats comme aujourd'hui sont importants. Et on n'a pas le cabinet d'un ministre. Bien sûr, et donc il est important de pouvoir se nourrir de la société civile. Et alors effectivement il y a aussi des textes qui viennent directement du Parlement, ça c'est du gouvernement, projet de loi. C'est le cas ici pour les droits d'auteur, et donc effectivement ça veut dire qu'en amont il y a eu un accord de tous les partis de la majorité. Ça, c'est factuel. Si un texte arrive au Parlement depuis le gouvernement, c'est que tous les partis du gouvernement ont marqué leur accord dessus. Et donc, c'est vrai que pour les groupes de la majorité, ce qui est le cas du groupe de Mme Marguem, ce qui est le cas de mon groupe, nous faisons tous les deux partie du gouvernement fédéral, avec d'autres collègues, il est vrai qu'il y a encore des marges de manœuvre possibles, mais c'est vrai que c'est plus compliqué, puisqu'en amont, des collègues à nous, mais des collègues dans les cabinets ministériels, ont donné un accord. Et donc, il y a encore moyen de faire bouger les lignes, on a pu le faire sur d'autres dossiers, mais c'est vrai que c'est une situation qui est peut-être plus difficile pour faire bouger les lignes que des textes parlementaires qui ont clairement une latitude de débat et de faire bouger les avis des uns des autres plus grande. Ça ne veut pas dire que tout est bloqué, tout est figé, mais il faut aussi donner la réalité, comme vous le faites, pour dire qu'effectivement il y a déjà eu un accord politique. Quand un texte arrive du gouvernement
en commission, il y a déjà eu un accord politique. Alors, ce sont des hommes et des femmes qui négocient, un accord politique, donc ça peut toujours bouger, mais ça reste effectivement un peu plus compliqué pour faire bouger les lignes, mais c'est possible, on l'a fait dans des textes, je pense notamment en commission de la justice l'année dernière, je pense aussi à la réforme du droit pénal qu'on vient de voter récemment et qui est en cours où les parlementaires ont eu un rôle très important sur base du projet de loi. Oui. Donc c'est possible. Moi je ne veux pas, cadenasser le rôle des parlementaires, de majorité en particulier, mais il faut aussi dire les choses. Quand un texte arrive du gouvernement, c'est qu'il y a déjà eu un accord politique. Ouais, ça, je voudrais quand même préciser qu'effectivement, un parlementaire n'est pas un presse-bouton. Et donc, il a toute la liberté de parole et de manœuvre, et Dieu sait si j'en use, n'est-ce pas? Et donc, nous aussi. Mais oui, mais bon. Donc, il est clair qu'il faut informer. Donc, quand on a un groupe professionnel qui a évidemment des choses à dire, elles doivent être dites le plus en amont possible dans le cadre d'une majorité qui élabore, par exemple, une modification sur des textes qui vont avoir un impact sur votre façon de travailler ou par rapport à votre clientèle. Et donc les droits d'auteur qui viennent vous consulter sur la fiscalité sont évidemment impactés ou impactables par une réforme sur les droits d'auteur. Et donc il importe que dans l'ensemble des avis que reçoit un ministre et un gouvernement, il y ait le plus en amont possible beaucoup d'avis qui arrivent pour qu'on puisse à ce moment-là déjà se faire une idée. Parce que c'est vrai, une fois que les grandes directions sont données par un accord de gouvernement, le projet est le résultat de cet accord, et donc les modifications n'existent plus au niveau parlementaire qu'à la marge, sauf pour des dossiers de grande ampleur, qui sont plus des dossiers sociétaux, et où là, effectivement, parfois le gouvernement lui-même reconnaît que le Parlement, qu'il est préférable que le Parlement donne toute sa sensibilité et tout son travail aux dossiers, comme par exemple la grande réforme du droit pénal. Donc c'est une réforme sociétale de grande ampleur, c'est un très grand texte. Il y a pas mal de collègues qui sont avocats comme moi dans l'hémicycle et qui ont évidemment des tas de choses à dire par rapport au terrain, à ce qu'ils connaissent de la profession et de la pratique du droit pénal sur le terrain. Alors il y a peut-être aussi un dernier point pour terminer sur la commission finances. Est-ce que les députés de la commission finances sont là aussi pour exercer une forme de contrôle sur l'exécutif et interpeller le ministre lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Là, alors comment ça fonctionne? Je pense que c'est même le rôle majeur en fait, des parlementaires, c'est contrôler le gouvernement. Donc comme on l'a dit, il y a deux types de séances en commission parlementaire, alors finances en l'occurrence, les séances où on discute de textes législatifs, qu'ils viennent du gouvernement, qu'ils viennent des parlementaires, et l'autre, effectivement, série de séances qui sont quasi hebdomadaires en commission des finances, qui est une des commissions les plus... qui est plus importante en termes de dossiers à la Chambre, c'est toutes les semaines que le ministre des Finances vient et répond à 50, 60, 70 questions par après-midi de tous les députés, y compris de la majorité évidemment, y compris sur des questions très critiques qu'on peut lui poser. Ça, c'est tout à fait le rôle fondamental, comme vous le disiez, dans notre démocratie, de contrôler le gouvernement. Pareil avec d'ailleurs la ministre ou la secrétaire d'État du budget, puisque les matières budgétaires sont aussi en commission Finances, on n'en a pas parlé, mais pourtant ça nous accapare beaucoup en ce moment, puisqu'on est en train de voir discuter du budget de l'État. Ce sont des journées même, des après-midi, des journées, voire des soirées. Le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, ce sont des enjeux majeurs pour tout citoyen, donc pour vous évidemment également. Et là, c'est aussi en commission des finances, donc on a à la fois le ministre des Finances, à la fois la secrétaire d'État du budget qui vient répondre aux questions, et pour l'instant, ça ne nous aura pas échappé que les thèmes budgétaires sont forts à l'agenda au niveau de l'actualité du Parlement et du gouvernement. Alors, j'aimerais ajouter qu'il y a des séances de questions également en séance plénière, le jeudi, tous les jeudis, entre 14h et 16h environ, et que tout ça peut être vu par le citoyen, tous les professionnels en streaming. Donc que ce soit en commission ou que ce soit en séance plénière, vous avez accès à tout ce qui est dit au moment même, et vous avez en plus l'agenda
qui est consultable sur le site de la Chambre. Donc, la démocratie et le contrôle s'exercent jusque chez le citoyen. Vous avez donc une FFF TV aussi, vous avez de la chance. Et donc, si je fais la synthèse de ce qu'on a entendu, et les gens comprendront bien entendu pourquoi cette émission et cette rencontre est si importante, la Commission Finances est indépendante, elle est là pour donner du sens au texte et elle est également là pour contrôler le ministre lorsque celui-ci n'est peut-être pas des plus habiles ou des plus performants. Et c'est peut-être aussi pour ça que Gérard Delvaux est aujourd'hui présent, parce qu'il aura l'occasion dans quelques instants de parler de nos préoccupations. Mais donc, est-ce que ça vous rassure d'entendre ce discours, Gérard Delvaux? Oui, tout d'abord, ce que je pourrais poser comme question, où en est-on avec la réforme fiscale? Parce que ceci est évidemment très important et impacte quand même les cabinets par la suite, puisque nous sommes en dernier lieu et nous devons appliquer, en tout cas comme experts comptables, toutes les lois qui sont multiples aujourd'hui et qui sont très souvent tardives quand même, parce que cette réforme fiscale, on en parle depuis longtemps, mais on ne voit encore rien venir jusqu'à présent, quoi. Donc c'est une question que je désirais poser en premier lieu aux parlementaires. Où en est-on? Bien, écoutez, moi j'ai l'impression que comme toute grande réforme, on parlait à l'instant de la réforme du droit pénal, donc ce sont des réformes de très grande envergure et qui ont pris plusieurs législatures avant de venir à maturité. De la même manière, la réforme fiscale, vu la complexité de notre droit fiscal, ne fût-ce que le code d'impôt sur les revenus, est évidemment très très complexe, et des idées sont sur la table et débattues actuellement au sein du gouvernement, avec naturellement des avis qui ne sont pas toujours convergents et sur lesquels il convient d'atterrir. Et c'est pas simple, parce que pour le MR, par exemple, ce que nous ne voulons pas de tax shift, nous ne voulons pas de réforme à somme nulle. C'est-à-dire ce qu'on prend d'un côté, ce qu'on donne d'un côté, on le reprend de l'autre, ou inversement. Et donc ce que nous voudrions, c'est vraiment une baisse de la fiscalité qui soit sensible et qui ait du sens aussi, donc qui soit visible et qui ait du sens. La diminution des charges sur le travail, le fait qu'il y aurait alors un gap plus important entre les revenus de remplacement et le premier revenu du travail, la possibilité réouverte aux chefs d'entreprise qui sont dans de grandes difficultés en ce moment de revoir l'avenir pour l'engagement de personnel, si leur carnet de commandes l'exige, avec beaucoup plus de sérénité, parce que le travail coûte cher, les factures énergétiques coûtent très cher, mais le travail coûte très cher aussi. Et donc, tout ça, c'est ce que nous essayons donc de discuter. Alors, d'autres partis ont d'autres points de vue, et finalement, tout ça va donner lieu, à un moment donné, à un texte. Nous sommes pratiquement au milieu, enfin tout à fait au milieu de la législature, et il est clair que plus tard la réforme arrive, plus difficile elle sera à concrétiser. Notamment parce que les élections, de toute façon, auront lieu en mai 2024, et que je ne vois pas un ministre des Finances ou un gouvernement arriver avec une réforme fiscale concrétisée à la veille d'une élection, parce qu'il y aura des choix évidemment à faire qui ne seront peut-être pas finalement agréables aux yeux de tous les contribuables. Alors c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, moi je voudrais dire ceci: est-ce qu'il n'y a pas moyen dans ce pays d'avoir une réflexion de longue haleine avec de grands professionnels qui puissent à un moment donné donner une nouvelle configuration pour une réforme fiscale intelligente, parce qu'on a tellement additionné de couches de lasagne depuis les années 60 qu'on ne voit plus clair. Et je crois que toucher à quelque chose, oui, mais toucher à quelque chose a des impacts sur autre chose, et donc forcément n'importe quel ministre se retrouvera dans cette complexité et n'aura pas le temps, en une législature, s'il n'est pas aidé par de grands professionnels qui auront réfléchi en dehors du train politique et du nez sur le guidon,
n'importe quel ministre aura des difficultés. C'est d'ailleurs pour ça, si je peux me permettre, que l'ordre que je représente a envoyé, en tout cas au Parlement, une vingtaine, disons, de points particuliers de réflexion, 20 propositions, en tout cas, de manière à améliorer les choses. Pourquoi ? Parce que nous sommes en fin de parcours chaque fois comme professionnels. Et je dirais que les cabinets d'experts comptables ont souffert énormément, disons, ces derniers temps, et notamment pour la rentrée des déclarations fiscales et autres. C'est un point, disons, que je soulève parce que c'est un point relativement important pour la profession. En conséquence de quoi ? En conséquence, évidemment, nous sommes toujours à la fin, disons, du processus, et là, automatiquement, on doit l'appliquer les impératifs budgétaires qui, très souvent, disons, sont évidemment importants, mais où il y a d'importantes modifications, évidemment, législatives, qui sont parfois insécurisantes pour les cabinets également, parce que on ne sait plus toujours très bien interpréter, disons, les textes immédiatement. Les renseignements, disons, des renseignements tardifs, très souvent de la part de l'administration fiscale, qui nous impacte, et une complication, disons, contraire à la simplification administrative dont on parle depuis de nombreuses années, parce que vous avez fait partie également, disons, d'un gouvernement où, quelque part, il y avait un ministre également, le deuxième ou bien le troisième, je crois, le troisième qui octroyait, qui réfléchissait en tout cas sur la simplification administrative. Or, j'ai l'impression que c'est souvent une complication, disons, administrative. Je parle simplement, disons, des DNA, par exemple, des dépenses non admises, notamment pour les véhicules. C'est quelque chose, disons, d'insoutenable généralement pour les cabinets. Ce qui fait que les délais, disons, de déclaration fiscale sont postposés. Et ici, l'Institut des experts comptables a négocié, semble-t-il, avec le ministre un calendrier, disons, de délai. Je crois qu'avant de négocier un calendrier de délai, il faudrait aller plutôt vers ce qui cause, disons, des délais, parce que moi, je ne comprends plus rien. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai les cheveux gris, évidemment, mais au début, disons, de ma carrière, il y a une dizaine d'années, tout était sur papier, et au 30 juin, tout était terminé. Donc, les cabinets d'experts comptables pouvaient souffler au 30 juin. Aujourd'hui, au mois d'octobre, pas encore. Et nous sommes dans l'insécurité totale. Et j'attire l'attention également de la part, disons, des parlementaires que vous êtes, et Madame la Ministre également, du fait que nous sommes dans l'insécurité totale, mais la comptabilité, c'est quoi finalement ? Est-ce que c'est remplir, disons, des formalités fiscales uniquement, parce que c'est un peu ça aujourd'hui, c'est de remplir uniquement des formalités fiscales. Or, la comptabilité, c'est quand même autre chose. Avant tout, la comptabilité et le professionnel comptable, il doit s'enquérir, disons, de savoir. C'est un outil de gestion, la comptabilité, avant tout. C'est pas un outil fiscal, quelque part. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans l'administratif total. On déporte les responsabilités, disons, de l'administration sur la profession, d'une manière générale, qui étouffe et qui n'a plus de relais non plus. Et pourquoi ? Parce que les jeunes ne sont plus sensibilisés, disons, à notre métier, étant donné que ce métier devient un métier administratif uniquement. Et or, il devrait être le conseil, disons, de l'entreprise. Si on dit, comment vais-je dire, quel est le but essentiel de l'expert comptable, mais c'est avant tout d'être le conseiller de l'entreprise. Et de plus en plus, et je dirais, dans la crise que nous avons connue, et aujourd'hui dans la crise que nous allons encore connaître, avec l'augmentation, disons, du prix de l'énergie, des matières, etc., bien, nous allons connaître encore pas mal de difficultés. Depuis à peu près une petite vingtaine d'années, je m'occupe beaucoup d'entreprises en difficulté, dans le cadre de restructuration. C'est tout à fait passionnant, mais c'est aussi quelque chose, disons, qui est navrant de voir que beaucoup d'entreprises vont être impactées de tout ça et que
les experts comptables devraient jouer ce rôle plus qu'ils ne le jouent aujourd'hui. Il m'est arrivé de poser à un client: tiens, qu'est-ce que c'est pour vous la comptabilité? Il répond: ce sont des formalités, disons, un passage obligé. Eh bien non, c'est pas un passage obligé. Et plus on est dans l'informatisation, disons, des données, l'intelligence artificielle, à contrario, on est de plus en plus tard, finalement. Donc je crois que il faudra essayer, disons, d'avoir un dialogue accru avec l'administration. D'une part, la profession doit avoir ce dialogue, mais d'une manière positive, et également avec la politique. Moi, j'avais instauré ça en 2004-2007. Nous avions, disons, un dialogue permanent, et nous avions signé des accords qui n'ont plus été repris, disons, par la suite, de manière telle à pouvoir donner notre input et d'une manière pragmatique les problèmes que nous connaissons sur le terrain. Alors, les délais pour moi, je ne suis pas sûr qu'on les respectera, les délais tels qu'ils ont été signés entre l'ITA finalement et le ministre Van Petegem. Pourquoi? Parce qu'ils dépendront aussi des bugs informatiques que nous avons. Par exemple, ça coûte un argent fou pour les cabinets, disons, d'experts comptables. C'est un impôt, disons, quelque part indirect. Parce que vous avez dit tout à l'heure à juste titre que finalement le temps était aussi de l'argent quelque part, et nous consacrons un temps infini, disons, d'attente, de bugs, de fait que ça n'avance pas. Donc je crois qu'il faudra quand même réinstaurer ce dialogue, et l'ordre pour ça est là pour défendre les membres et la profession. Moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez, et je pense, et c'est aussi pour ça que nous écologiste, c'est vraiment important de pouvoir à la fois être en dialogue avec vous, d'être ici aujourd'hui, d'avoir accepté aussi l'invitation, parce que, et je voulais mettre en avant ce rôle de conseiller et de quelque part d'accompagnateur des PME. Pour nous, vraiment, le tissu de proximité de notre économie sont les PME, les indépendants, les commerçants, qui sont à la fois en très grande souffrance aujourd'hui, mais qui constituent 95% des entreprises et plus de 65%, 70% quasi d'emplois privés en Belgique. Donc pour nous, en tout cas pour mon parti, c'est vraiment le tissu économique qui nous préoccupe le plus, duquel nous nous sentons, parce que c'est des emplois ancrés chez nous, non délocalisables, donc c'est vraiment en lien avec notre vision politique. Et c'est sûr que les comptables, les experts comptables, les fiscalistes sont les premiers pour dire à un moment donné, attention, là vous allez soit dans la bonne, soit dans la mauvaise direction. Eh bien, ils ne savent plus. Et là, voilà, et donc là on se rend bien compte dans les retours que nous avons, qu'effectivement, ce rôle-là, qui pour nous est fondamental, c'est vraiment, si je devais donner une priorité du rôle que vous avez dans votre profession, c'est bien celle-là, un rôle sociétal en fait, d'accompagnement de l'économie, et en particulier de l'économie de proximité. Et effectivement, le fait que vous êtes aujourd'hui amené à avoir un rôle trop administratif. Moi, j'ai eu des retours aussi, je les ai compilés ici de la plateforme Bistax, par exemple, qui vous met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons interpellé, récemment encore, on a eu le débat en commission des finances, le ministre Van Petegem pour dire, voilà, on peut réfléchir à des délais à une loi, mais d'abord il faut des outils. Il faut que les outils marchent et soient efficaces avant qu'on grave des délais dans une loi. Donc là, pour nous, c'est très clair, il n'est pas question d'avoir des délais ancrés dans le marbre si les outils ne suivent pas derrière. Parce que de nouveau, ce rôle d'accompagnant et de nos PME, de nos indépendants est fondamental parce qu'eux ont la tête dans le guidon. Et surtout aujourd'hui, on dénombre plus ceux malheureusement qui disent on va devoir fermer, on est en train de réfléchir à voir si on continue ou pas à cause de la crise des prix de l'énergie après 2 ans de crise Covid. Eh bien, forcément, ils ont la tête dans le guidon. Ils ont besoin, plus que jamais, de l'expert comptable, du fiscaliste, pour les accompagner dans ce trajet, et espérons pour éviter, évidemment, qu'ils déposent de bilan, qu'ils doivent fermer leur entreprise. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment dire que cette préoccupation-là, elle est très claire pour nous. Je pense qu'elle est partagée aussi par d'autres collègues. Mais c'est très clair, parce que vous disiez, c'est quoi les relations entre... Est-ce que les politiques ne sont pas trop déconnectés? C'était une des questions que vous aviez de la réalité de ce tissu économique et de votre profession. En tout cas, en ce qui nous concerne, on essaie vraiment d'être
très à l'écoute et en tout cas conscient par rapport aux crises au pluriel que vivent aujourd'hui les entrepreneurs et les entrepreneurs. Oui, et dans notre profession, il y a un malaise profond parce que nos collaborateurs, disons, ne veulent plus recommencer, disons, des saisons comme ils ont actuellement. C'est ça. Et ça, c'est une première chose. On doit vraiment prendre conscience aujourd'hui que 2022 a inscrit dans l'histoire de notre profession, de notre secteur, un sommet de mal-être que moi je n'ai jamais connu. Je ne suis dans le secteur que depuis 25 ans, donc je suis un poussé par rapport à Gérard, mais c'est dramatique. Et quand on constate que des professionnels qui sont des types extraordinaires, des hommes qui sont des bosseurs, parce qu'on a un secteur de bosseurs. Quand vous avez des gens qui travaillent 7 jours semaine et à qui on reproche au travers d'amendes administratives, au travers de sanctions, mais aussi au travers d'une position cynique de l'État qui finalement est totalement déconnectée de leurs préoccupations, de dire eh bien, le délai, on va changer. En fait, le délai, c'est une symbolique. C'est une symbolique d'écoute, c'est une symbolique de compréhension d'un secteur en difficulté. Et 2023, il ne faudrait pas qu'on ait un double problème, à savoir d'un côté un secteur en détresse qui est celui de l'accompagnement, et de l'autre, un secteur réel, l'économie, qui lui aussi va vivre toutes les conséquences de la crise énergétique. Alors comment voulez-vous que l'économie se redresse si d'un côté, elle a des enjeux économiques pathétiques, et que derrière, ceux qui sont censés les soutenir et qui le font de façon incroyable depuis des années et des années, ne sont pas amenés à recevoir un soutien très fort du monde politique. Je voudrais intervenir là-dessus et compléter le débat parce qu'on est au cœur du débat ici. Oui, tout à fait. Donc, je suis issu d'une lignée d'indépendants, donc je comprends tout ce que vous me dites, 5 sur 5. Et mon parti est traditionnellement celui, d'ailleurs à travers ses ministres aussi, qui défend l'indépendant, les classes moyennes, et donc ceux qui les aident et qui les conseillent, et qui sont eux aussi d'ailleurs des indépendants, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui donne un conseil est aussi un contribuable. Et donc, forcément, nous savons, quand nous sommes au charbon, que la comptabilité est un outil de gestion et doit ouvrir les possibilités plutôt que d'être un repoussoir, un alignement, une superposition de contraintes, d'amendes et de pénalités. Et donc, pour les délais, j'aimerais dire ceci. Au fond, il faut remonter beaucoup plus en amont, parce que la mise à disposition des programmes pour les professionnels que vous êtes par l'administration, sachant qu'on est entré dans une ère informatique. Et malheureusement, l'informatique ne connaît que 2 chiffres, 0 et 1. Et donc tout ça, c'est un peu déshumanisé. Et donc, dans la mesure où ces programmes informatiques masquent la relation humaine qui devrait pouvoir être reconquise entre les professionnels du chiffre et l'administration d'une part, ou entre les contribuables et l'administration d'autre part, ça c'est un point important sur lequel il faut travailler. La deuxième chose, c'est les délais. Alors forcément, les programmes sont finalisés au fur et à mesure des décisions que nous votons. Des bouts de loi, des pots pourris, des projets de loi que nous votons et qui, s'ils arrivent de plus en plus tard, oblige évidemment l'administration à faire des programmes, parce qu'il faut que toutes les petites cases, nouvelles et anciennes, réformées, soient dans le programme. Et donc forcément les programmes arrivent beaucoup trop tard. Du coup les professionnels doivent travailler d'une façon rapide et sous pression, avec leurs indépendants qu'ils doivent continuer à conseiller, même dans cet état de pression. Et donc on en arrive effectivement à ces délais qui sont des délais butoirs, au-delà duquel finalement on va vous dire d'une façon informatique et inhumaine, vous avez rendu votre déclaration trop tard, pénalité, etc. Et alors, on en vient maintenant à un autre problème, qui est le respect des droits et des obligations. Donc, en tant qu'avocate, je crois, j'ai toujours cru, et c'est babebi-bobu, qu'à tout droit, il y a une obligation. Donc,
Vous avez le droit de revendiquer certaines choses, mais vous avez aussi des obligations qui y sont liées. L'administration a le droit de contrôler, mais elle est aussi obligée de faire certaines choses pour mettre le contrôlé dans la position d'équilibre où la relation va pouvoir se faire et où finalement, le but de l'impôt étant de taxer l'individu donc en société sur base de sa capacité contributive, donc on taxe ce qu'il est en mesure de donner pour la solidarité, donc ça devrait être ça, et non pas une opération linéaire qui consiste à écréter à 54% de niveau de taxation comme on le fait en Belgique, qui est un taux épouvantable. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est un travail humain et individualisé qui doit se faire par les liens qui doivent exister et l'équilibre entre les droits et les obligations. Alors là, au niveau de la charte du contribuable, qui a existé dans les années 85, elle est complètement détricotée et moi je pense que le contribuable, il n'a plus qu'un tout petit chouïa de droits, mais il a beaucoup d'obligations. Donc en fait, il n'y a plus d'équilibre entre les droits du contribuable face à l'administration et toutes ses obligations. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec l'un ou l'autre contrôleur dans ma carrière, et ça continue. Et donc, à un moment donné, on vous met des accroissements pour des bricoles, 10%, 20%, 30%, etc., à la tête du client. Ben oui, bien sûr. Mais c'est vraiment scandaleux. Et donc là, ça c'est l'avocate qui parle. Là, je pense qu'il y a vraiment un travail urgent sur les délais, comme je viens de le dire, mais en amont. Donc, je pense que les parlementaires pourraient à un moment donné dire aussi au ministre, bon, vous arrivez trop tard, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous nous demandez de voter, eh bien, on va vous demander de l'appliquer pour l'exercice fiscal suivant. Parce que pour celui-ci, ce ne sera pas possible. Bien évidemment, c'est vraiment essentiel. Moi, j'aimerais faire le lien aussi, parce que c'est important, parce qu'on est au cœur du débat, comme vous disiez. Moi, j'aimerais faire le lien aussi avec la réforme fiscale. Parce que, pour nous, en tout cas, pour mon groupe, c'est un élément majeur de ce qui reste de la législature. On a dit élection en mai 2024. De toute façon, il y aura des élections à ce moment-là. Pour nous, s'il y avait un dossier majeur de réforme structurelle, pas de gestion de crise, de réforme structurelle de ce gouvernement, ça doit être la réforme fiscale. Et nous sommes extrêmement demandeurs. Vraiment, je pense qu'on est un des groupes, alors j'espère que les autres collègues de la majorité aussi, mais qui le demandons le plus, pour deux raisons essentielles. Un, simplification. Parce que moi, quand je vois tout ce que vous devez faire que ce soit toute une série de niches fiscales, de choses à remplir, de choses aussi, UBO, de registres, bien sûr, mais en plus de complexifier le nombre de cases de la déclaration fiscale. Il y a une étude qui a montré l'exponentiel du nombre de cases qui augmente d'année en année. La complexité est totalement démentielle avec le système fiscal. Enfin, c'est ce que nous votons, donc à nous d'y penser. Mais donc c'est pour ça qu'il y a une réforme fiscale sur la table, que moi en tout cas, avec notre groupe, nous allons soutenir très fort pour deux raisons principales. Simplification, et diminution de la fiscalité sur le travail. Ça, c'est très clair. Il faut diminuer la fiscalité sur le travail. Alors, nous souhaitons cibler sur les bas et moyens salaires. C'est peut-être la différence avec d'autres collègues, mais je pense qu'honnêtement, c'est des différences qui peuvent être discutées. Moi, j'estime que les plus bas et les moyens salaires ont droit qu'on diminue davantage leur fiscalité sur le travail que ceux qui aujourd'hui gagnent déjà très bien leur vie. Mais c'est un débat que je trouve on peut avoir ça me semble de logique, c'est la capacité contributive. On peut avoir ce débat de manière sereine. Et c'est une question de mais je suis content d'entendre hier le Premier ministre en commission qui dit « Je veux une réforme fiscale d'ici le mois de mars ». Et donc le ministre Van Petegem est censé la mettre sur la table au mois de décembre. Nous sommes en décembre depuis aujourd'hui, donc j'espère d'ici la fin de l'année. Et il ne doit plus la faire écrire par d'autres. Non, tout à fait. Et il y a eu un travail, alors je veux quand même souligner le travail qu'il a fait. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais on est en discussion. Mais il a fait un travail très large de consultation. Ça, il faut lui laisser. Et il ne fera pas tout. Mais je veux préciser surtout à vos auditeurs, vos téléspectateurs, que cette réforme fiscale, pour nous, c'est vraiment, on doit aboutir cette législature-ci. Il ne faut pas reporter ça au calendrier. Mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Jamais n'importe comment et jamais à n'importe quel prix. Mais je pense que vous pourriez utilement vous appuyer sur notre secteur. Vous savez, le forum aujourd'hui, avec notre télé qui fonctionne toute l'année, nous rassemblons 250 experts qui sont les plus connus de Belgique. Dans un peu plus d'une heure après cette émission, on aura les 4 plus éminents quasi-fiscalistes francophones qui viendront parler de la réforme de l'IPP, donc ça pourrait être une source d'inspiration. Mais ce que nous constatons,
c'est que moi, je n'ai jamais vu beaucoup de sollicitations de notre secteur par rapport à notre expertise et notre capacité à vous donner des idées. Très peu. Nous avons la Ça, possibilité. j'avais instauré, nous avions signé Ça, j'ai avec été le ministre et je d'ailleurs. sollicitais et j'étais sollicité. Ouais, ouais, et tout c'est à comme fait. ça que ça doit fonctionner. Et vous devez écouter tout le monde, même les gens avec lesquels, a priori, vous ne seriez pas d'accord. Ce qui n'est pas le cas dans cette Et matière. je ne pense pas que c'est parce qu'on est professeur d'université qu'on ait la seule bonne parole. Et Dieu sait, comme je dirais, la plupart de ces profs d'université sont des amis, mais ils ont une voix, une lueur, une vision, mais qui n'est pas nécessairement complète et parfaite. Parce qu'il y a une série de préoccupations, et notamment, je pense que c'est très important, il y a toute une série de modifications fiscales qui ne coûtent rien, qui sont simplement des modifications pour rendre les choses plus simples, plus performantes, plus efficientes, plus praticables, et ça ne coûte rien. Si on réformait les ATN sur les voitures de société pour faire qu'on applique 3 taux par an ou qu'on applique en tout cas un taux par société en fonction de son bilan carbone, énergétique, que sais-je, on pourrait imaginer, il y a plein de choses qui se pourraient, mais on a un taux. Et on l'applique toute l'année. Rien que cela, aujourd'hui, il faut des logiciels pour le faire. Il faut des investissements, il faut de l'huile de bras qui est gigantesque et qui ne correspond pas à une propre réalité. Et donc, je pense que ce qu'on a entendu ici, ça nous rassure de savoir qu'en fait, il y a des élus qui s'intéressent à nos problèmes. Et donc, on espère pouvoir trouver une méthode avec vous. Et évidemment, on est prêt à être auditionné, je dirais, en commission. On est prêt, je dirais, à mobiliser le secteur au travers de l'ordre qui est finalement, je dirais, l'organisation la plus représentative et qui, derrière elle, a, entre guillemets, une kyrielle d'autres associations plus petites, mais qui la suivent, entre guillemets, comme on suit un grand frère, et qui, aujourd'hui, sont toutes mobilisées pour dire comment on essaie de poser des solutions simples, raisonnables et qui rassurent. Moi, j'aimerais bien que dans les prochaines semaines, on puisse trouver un ton apaisant qui consiste à dire, les gars, vous allez commencer une saison fiscale, mais vous n'allez pas la commencer dans le stress absolu. Voilà. Parce que le délai, vous l'aurez comme les autres années jusqu'au 30 octobre. Et si on doit changer, prenons le temps de changer. Vous mettez des années pour vous mettre d'accord sur une réforme fiscale et sur un délai qui est complètement impactant sur le secteur. Vous le décidez entre deux bières ou un fromage, sans la participation de nos professionnels, dans une décision qui s'est prise, on ne sait comment, elle est soi-disant concertée, mais nous, on n'a pas vu la concertation, et elle est horriblement impactante, ça n'est pas acceptable. Gérard ? Oui, alors moi je dirais que aussi on déporte de plus en plus finalement les responsabilités des uns et de l'administration sur les cabinets d'experts comptables. Et c'est là aussi un travail, disons, aussi non rémunérateur finalement et très navrant parce qu'il consomme énormément d'énergie. D'autre part, on aimerait aussi être respecté par l'administration, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui, on vous envoie, disons, des documents sans contact. On n'a plus le contact. Et là, je dirais qu'il y a quand même un effort également à faire et ça devrait être relayé par vous également, disons, à ce niveau-là, me semble-t-il. Et là aussi, on a pris certaines législations, déjà maintenant, sur lesquelles il faut avoir un œil sans doute ouvert et réformateur, qui consiste à faire de vous parfois les gendarmes. Oui, les gendarmes. Vous et avec fliquez vos clients avec plein de responsabilités, avec les etc. responsabilités. Et donc, ils ne sont pas nécessairement non plus rémunérés par votre client. Absolument. Donc, ça veut, je traduis avec précision ce que vous venez de dire. Ça montre que, l'administration déporte son travail sur la société. Et en exigeant par contre qu'il n'y ait aucune erreur et à la moindre erreur, paf, amende, pénalité, accroissement, etc. Ça c'est le cadre législatif qui doit aussi être rééquilibré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus maintenant, on vous demande de savoir qui est votre client. Alors bon, c'est vrai, il y a toutes sortes de clients. En tant qu'avocat, on a aussi toutes sortes de clients. Et nous sommes tenus de regarder tout ça avec la distance et le professionnalisme qui convient. Enfin, il ne faut pas jeter
jeter le bébé avec l'eau du bain. Ici, dans C'est un cette équilibre, matière, ouais. C'est un tous équilibre. vos clients ne sont pas des fraudeurs. Absolument, c'est ce que j'ai dit Ce serait d'ailleurs un donc une jour erreur à Monsieur de Magnette. croire, ce serait donc Non, une bien erreur C'est un de équilibre. laisser croire que par le fait que vous deveniez comme ça des gendarmes, on considère Que nous sommes a les priori- organisateurs de fraude aussi. Ça a été dit à un moment ou donné, pire. hein, Donc oui, là, oui. moi, je voudrais une fois pour toutes, il faut lutter contre la fraude. C'est inadmissible Bien et c'est évidemment. condamnable. Mais la fraude n'est pas généralisée. Non, et la bien sûr. plupart des gens, je dirais 80 à 90% des gens, font correctement leur travail Tout à fait. de rentrée de déclaration fiscale, de contact avec l'intérêt, le c'est de pouvoir comptable, débusquer les les comptables, fraudeurs, la même chose, etc. l'immense majorité. Et donc là, il faut arrêter avec ces discours qui prennent le pas sur tous les autres et qui font qu'à un moment donné, on retrouve des centaines de milliers de fois le mot amende, pénalité, accroissement dans toutes les législations que nous Oui. prenons et qui font que maintenant, aujourd'hui, cette profession devient parfois officier de police judiciaire. Et à certains responsabilité. moments. Et responsabilité. Responsabilité, Oui, oui, oui. parce qu'on devrait Ça savoir va. normalement, et on ne sait pas toujours en fonction de... On va devoir relâcher l'antenne Oui. parce que vous le savez, Oui. on est en live et les émissions se superposent l'une derrière l'autre. J'étais ravi de vous accueillir, Marie-Christine Marguen. Merci d'être venue. Merci, monsieur de Grève. Merci, Gilles Vandenburg, merci d'être Merci à vous. vous savez, le dialogue, l'échange et Toujours disponible pour venir débattre. Et nous sommes disponibles sachez-le. en tout cas pour vous aider. Je rappelle que l'ordre, c'est quand même la défense, disons, de la profession. L'Institut des experts comptables, c'est la surveillance, disons, des membres. C'est tout à fait différent par rapport à la défense. N'hésitez disons, pas à nous de la solliciter profession. hors Et antenne. nous vous solliciterons. Et nous vous sollicitons déjà. allez, chacun va faire son boulot et on ira vers un meilleur monde. Merci. Bien. Merci, bonne journée. beaucoup À très bientôt. Voilà.